Bonjour à tous, bienvenue au Palais Brognard. On doit être à peu près à notre 80e webinaire de l'année 2021. Donc, on est en direct du Palais Brognard, donc au 4e étage dans les locaux de Finance Innovation. Bienvenue à tous, merci de votre présence digitale au Palais Brognard pour cet événement donc, sur la RGPD. Donc, on en a fait déjà pas mal durant l'année. C'est important car c'est une évolution réglementaire significative. On a beaucoup de demandes de la part de nos membres d'informations. Et après avoir expliqué ce qu'était la RGPD durant les événements précédents, on va vous parler de ce qu'il en est en matière de sanctions CNIL. Donc, au cas où vous n'ayez pas respecté la RGPD, ce qui est quand même le cas de 90% des entreprises aujourd'hui, quelles sont les sanctions auxquelles vous vous exposez? Alors, évidemment, le but, c'est pas de vous faire peur, c'est simplement de vous informer. En ce moment, voilà, il y a une période de tolérance où les gens, où la CNIL, je dirais, permet aux gens de s'adapter, etc. Et il faut quand même être conscient je dirais, des sanctions, des risques qui sont donc engendrés par le non-respect, on va dire, après de multiples avertissements de la RGPD. Donc c'est Fabienne, notre experte RGPD, qui va nous parler de ces sanctions aujourd'hui. Alors un tout petit mot avant de lui laisser la parole sur nos prochains événements. On a donc cette semaine, donc durant la semaine des vacances de la Toussaint, une grosse activité. Demain, on a donc un webinar sur le cash management. Donc c'est la, la restitution de ce qu'on a fait sur le working paper dans tout ce qui est gestion et finance d'entreprise, donc sur le cash management. Donc n'hésitez pas à y assister, donc soit en physique au Palais Brognard, soit en digital chez vous ou de votre bureau. Important de voir quelles sont les innovations dans le cash management. Il y a énormément d'innovations, donc intéressant de vous mettre à jour sur le sujet. Ensuite, vendredi, on a un webinar sur Singapour. Donc, on a au pôle une petite dizaine d'entreprises qui sont à la fois françaises et singapouriennes. Et donc, Singapour, c'est vraiment intéressant comme hub pour se développer en Asie, donc zone Pacifique, Chine, Japon, etc. Donc, ça serait intéressant. On était au FinTech Festival, Singapour FinTech Festival il y a quelques années. Donc, c'est intéressant de voir comment évolue la place singapourienne et comment les FinTech françaises peuvent y rayonner. Donc, ça, c'est pour durant cette semaine deuxième semaine de la vacance de la Toussaint. Ensuite, on a le 16 novembre l'Insure Day, donc notre journée sur l'assurance, donc ouverte à tous, gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura beaucoup d'InsurTech, il y aura beaucoup d'assurances. Et le lendemain, le 17 novembre, on aura donc les speed meetings de l'InsurTech, donc avec des académies, des grands groupes, des InsurTech. Donc là, ce sera réservé uniquement à nos membres. Donc, si vous êtes membre de Finance Innovation et si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ces deux événements 16 et 17, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire, surtout pour la partie donc le 17 novembre, les speed meetings qu'il faut réserver pour rencontrer les assureurs, les InsurTech, les académiques et tout l'écosystème. Donc ça, c'est sur le mois de novembre. Ensuite, on a le 8 décembre, le FINOV. Donc c'est notre événement semestriel donc, sur lequel on aura pas mal de tables rondes donc thématiques. Il y aura des choses sur les IPO, sur le paiement, enfin il y aura plein de choses. On fera pitcher nos labellisés du premier semestre 2021. Donc n'hésitez pas aussi à venir, c'est un événement gratuit, ouvert à tous, donc n'hésitez pas à vous inscrire en ligne. Voilà, maintenant je laisse la parole à Fabienne qui va nous donner des informations sur les sanctions qu'on risque si on ne respecte pas la RGPD, qu'est-ce que la CNIL nous réserve et surtout comment faire pour éviter ces sanctions et pour les minimiser. Donc je laisse la parole à Fabienne. Merci Fabienne d'avoir accepté de parler de ce sujet technique, mais en tout cas important. Merci Fabienne, merci à parole. Merci à toi Maximilien, merci à Pôle Finance Innovation. Donc bonjour à tous, partenaires de Finance Innovation, membres, non membres, FinTech et grandes entreprises. Je remercie tout d'abord le Pôle Finance Innovation de son invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens ici. De Maximilien Nayaradou, son délégué général. De Nicolas Ferreira, son secrétaire général. De Cyril Armange, sont déjà en charge du développement. Et tous les chefs de projet, collaborateurs avec qui j'ai pu notamment travailler par le passé, par mes participations à la rédaction de livres blancs, à la rédaction d'articles dans le domaine de l'innovation. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous pour vous parler des contrôles et des sanctions de la CNIL dans le cadre du RGPD, la protection des données, à savoir comment les prévenir, si possible, et voir le contrôle et les sanctions. Et votre conseil pour vous aider à être en conformité pour soit éviter des contrôles venant de manquements connus, ou soit, en tout cas, de sanctions, dans le cas de sanctions de non-conformité. Donc, pour commencer,
donc, nous allons bien essayer de voir la prévention, le contrôle, les sanctions, les exemples. En termes de prévention, tout d'abord, ce qui est important, je vais rappeler quelques principes clés qui sont importants. Donc, comment prévenir les sanctions? C'est tout d'abord d'être en conformité. Donc, il y a un article du RGPD qui est l'article 5 qui recense, on va dire, une majorité de principes clés, à savoir, premièrement, la licéité, loyauté, transparence du traitement, des finalités déterminées, explicites et légitimes. Ensuite, des données adéquates, pertinentes et limitées, l'exactitude et la mise à jour des données, la limitation de la durée de conservation, sécurité, intégrité, confidentialité des données. Ces articles-là, de l'article 5, permettent, donc, pour donner des précisions, c'est la licéité, la loyauté, transparence du traitement. Donc, toute entreprise, quelle que soit sa taille, qu'elle soit grande entreprise, ETI, PME, que vous soyez en nom propre, que vous soyez en profession libérale, vous devez avoir utilisé des bases légales en termes de RGPD et avoir une licéité de vos traitements. Donc, pour tout le monde, peut-être un rappel, qu'est-ce qu'un traitement? Un traitement, c'est tout simplement une activité que vous avez. Par exemple, l'activité de sélectionner des candidats, de recruter des futurs salariés, l'activité de votre activité comptable, donc d'envoyer des factures, de payer vos fournisseurs. Là, je donne des activités qui sont génériques à peu près toute entreprise, mais vous avez vos activités aussi propres à votre activité. Donc, Pôle Finance Innovation, c'est faire de la communication. Donc, il y a des activités de traitement en lien avec la communication, des newsletters. Donc, chacun a son propre activité. Donc, elle doit être régie par des bases légales qui correspondent. Ensuite, les finalités doivent être déterminées, explicites et légitimes. Il est important, pour être en conformité, que vos finalités soient bien déterminées, explicites et légitimes, dans le sens, elles doivent être bien liées à votre activité et pas plus. Vous devez avoir des données adéquates, pertinentes et limitées, dans le sens où ces données-là ne doivent pas être plus que les données dont vous avez besoin pour chaque traitement. Ensuite, l'exactitude et la mise à jour des données, c'est-à-dire que quand vous avez des données pour faire votre activité, vous avez l'obligation de les mettre à jour et d'être en conformité avec les données personnelles des personnes concernées. Ensuite, vous avez l'obligation de garder ces données pendant une certaine durée, selon les traitements pour lesquels vous les utilisez. Alors, généralement, c'est la durée du traitement lui-même, et après, elles doivent être supprimées. Il y a des durées aussi légales qui peuvent être utilisées. En termes de sécurité, vous devez impérativement avoir mis en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour permettre une sécurité, une intégrité, une confidentialité des données. Donc ça, c'est l'article 5 qui résume bien une majorité des principes clés que vous avez là, sachant qu'il y a un autre principe clé qui est important, qui est l'accountability. Vous devez aussi être en mesure d'avoir mis dans une base documentaire tous vos traitements, toutes vos procédures qui prouvent, le jour où la CNIL vient faire un contrôle, que vous avez bien mis en place votre conformité RGPD. Donc, il ne faut pas être qu'en conformité, il faut aussi être en capacité de prouver sa conformité. Donc, cette base documentaire qu'on appelle Accountability va recenser tous vos registres, notamment vos registres de traitement, qui sont donc le reflet, la cartographie de votre activité, avec à chaque fois quels sont les types de données que vous traitez, quelles sont les catégories de données, les destinataires, les mesures de sécurité, s'il y a des transferts hors de l'Union européenne et tout ce qui est l'hébergement de ces données, les mesures de sécurité techniques que vous avez mis en place. Je résume simplement, s'il y a des questions, je serai là pour y répondre, bien entendu. Donc, la comptabilité, il y a aussi une autre obligation qui est l'obligation d'avoir un DPO. Donc, un DPO, c'est un Data Protection Officer. Dans certains cas, vous avez l'obligation de nommer un responsable. Alors, vous nommez un responsable conformité au sein de chacune de vos entités. Alors, quand vous êtes qu'un seul salarié, c'est vous-même. Mais vous avez aussi l'obligation de nommer une personne, DPO, dans plusieurs cas. Donc, il s'agit des cas, premièrement,
lorsque vous êtes un organisme public, une collectivité territoriale, type un hôpital, un ministère, vous avez l'obligation, dans ce cas-là, d'avoir nommé un DPO qui est la personne, le point de contact avec la CNIL et qui contrôle la bonne conformité dans l'entreprise et qui alerte le responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement est en général quelqu'un qui est le directeur général ou le président. C'est celui, en tout cas, la personne qui détermine les moyens et les finalités de traitement dans l'entité. Ça, c'est la première catégorie d'entreprises qui doivent nommer obligatoirement un DPO. Il y a une deuxième catégorie qui est toute entreprise qui traite de façon régulière, systématique des données à grande échelle personnelle, doit aussi avoir nommé un DPO. Et il y a une troisième catégorie, c'est toute entreprise qui traite des données au sens de l'article 9 et article 10, c'est à savoir l'article 9, c'est toute donnée de typologie, données, on appelle ça les données dites sensibles ou une catégorie particulière de données en termes juridiques. Ça regroupe toutes les données de santé, orientation sexuelle, philosophique, politique et à la fois génétique, biométrique. Donc, toutes ces données-là, ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'elles sont interdites. Leur traitement est interdit. Et l'article 10, ce sont tout ce qui est condamnation et infraction pénale. Donc là, c'est juste les entités qui ont des juridictions qui peuvent traiter ces données personnelles, avec bien entendu des protections supplémentaires, que ça soit dans le traitement en elle-même, dans le descriptif ou dans les mesures de sécurité informatique. Là, vous avez un résumé, comme vous voyez, donc de rappel des principes clés sur cette slide qui sont importants, si vous les respectez, qui feront que vous soyez en conformité. Donc, bien, je répète, la collecte, il faut avoir une collecte loyale et illicite des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous créez une entreprise, vous créez un nouveau traitement, un nouveau développement dans votre entreprise existante, vous devez avoir une collecte qui est juste, que la collecte des données et pas plus, et pour la finalité que vous avez déterminée. Et elle est licite, elle est soumise à une base légale qui est bien définie. Donc, les finalités, on les a vues, elles sont déterminées, explicites et légitimes, et ça doit être nommé. La minimisation des données, vous devez collecter les données et pas plus, et selon l'étape de traitement où vous en êtes, même si vous la faut dans une 6e étape, elle ne doit pas être collectée avant. La durée donc, de conservation, dès lors que le traitement est fini, elles doivent être supprimées. Il y a des bases légales à respecter de durée de conservation. Votre sécurité, donc, qui doit être confidentielle, l'intégrité doit être respectée. Et vous devez aussi avoir informé, donc de respecter le droit des personnes. Vous devez avoir impérativement informé du traitement des données des personnes concernées. Et elles ont la possibilité aussi, elles doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs droits, tant de l'article information 13, 14, et après de 15 à 23 pour pouvoir rectifier, modifier, ôter leur consentement. Tout ça doit être possible pour elles. Et je rappelle donc les données sensibles, l'interdiction de traiter les données sensibles. Alors, les obligations. Le RGPD, un grand rappel, le RGPD est entré en vigueur le 27 avril 2016. Donc, depuis 2016, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en conformité RGPD. Pour autant, le RGPD est entré en application le 25 mai 2018, donc il y a eu un temps pour pouvoir mettre en place les mesures adéquates. Et la CNIL a aussi, qui est l'autorité de régulation en France, a aussi donné des délais de carence, à savoir pour la mise en conformité du site Internet. Il faut savoir que le site Internet est une vitrine de votre entreprise et quelque chose qui se voit facilement et la CNIL a insisté, et depuis l'année dernière et encore cette année en 2021, dans ces 3 axes prioritaires dans son plan stratégique, fait en sorte à obliger les entreprises à être en conformité, puisque là, il y a pas mal de collecte de données et d'informations à donner aux personnes concernées. Donc, depuis la dernière directive en octobre 2020 de la CNIL, pour mettre à jour notamment les traceurs et les cookies,
la CNIL avait donné un moratoire de 6 mois jusqu'au 1er avril pour remettre en conformité son site Internet et le traitement derrière des données. Donc, le site Internet doit être impérativement à jour. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un conseil qui va vous vendre à la carte juste une mission, une prestation de mise à jour de votre site Internet. C'est primordial puisque c'est en plus quelque chose qui se voit et on peut le contrôler à distance par rapport avec un outil. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, ensuite, les analyses d'impact. Alors, il faut savoir que, pareil, la CNIL avait donné un moratoire de 3 ans jusqu'au 25 mai 2021 pour se mettre à jour des analyses d'impact. Donc, une analyse d'impact, c'est dès lors qu'on traite de données qui vont avoir une atteinte importante pour les personnes concernées, on doit analyser tous les éléments de sécurité mis en place et voir s'il n'y a pas d'atteinte en termes de gravité et de vraisemblance de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Dès lors qu'il y a encore un risque, eh bien, on doit trouver de nouvelles mesures afin que vraiment le risque soit limité à epsilon pour pouvoir lancer le traitement. Donc, ce document est un document qui prouve qu'on a mis en place toutes les mesures de sécurité technique et organisationnelle et que le traitement peut être lancé. Parce que, bien entendu, cette analyse d'impact doit être faite avant le lancement d'un traitement. Donc, pour les entreprises qui étaient existantes avant le RGPD, elle avait donné une latence, la CNIL avait donné une latence pour pouvoir établir ce document. Ce qu'il faut comprendre, c'est pareil, ce document est à mettre en accountability. Il prouve qu'on est en conformité lorsqu'il y a un contrôle. Pareil, l'application de nouvelles recommandations pour l'encadrement des transferts hors UE, c'est un axe de vigilance aussi. Vous devez avoir mis en place pour tous vos contrats, dès lors que vous établissez des connexions avec l'étranger d'un pays hors de l'Union européenne, des clauses contractuelles type et des BCR avec des mesures de sécurité supplémentaires. Et vous devez les avoir, vous devez les prouver que vous les avez mis en place. Donc ça, c'est important aussi. Puisque l'autorité a envoyé de nouvelles recommandations dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'un transfert hors de l'Union européenne ? Ce n'est pas forcément envoyer des informations. C'est la visualisation d'un écran, c'est l'exploitation, c'est l'extraction, c'est voilà, c'est un contrat, ça va très large, c'est très large un transfert hors de l'Union européenne. Dès lors que vous envoyez un email avec des informations, c'est hors de l'Union européenne, c'est un transfert. Ensuite, donc un rappel donc, des obligations. Justement, la stratégie 2021 de la CNIL a émis 3 axes prioritaires. Elle en a émis bien d'autres. Donc, elle s'attache cette année à vraiment contrôler tout ce qui est cybersécurité des sites web, la sécurité des données de santé, voilà, puisqu'ils sont des données très sensibles, et l'utilisation des cookies. Au niveau des manquements les plus courants, que nous constatons régulièrement avec nos clients et qui sont communiqués par la CNIL, souvent les sanctions tombent parce qu'il y a un manque d'information et de transparence. Voilà. Donc, dès lors que vous n'informez pas les personnes qu'on traite de leurs données personnelles, là, c'est un manquement qui est sanctionné. Les sanctions aussi tombent très largement dès lors que votre site est non conforme, c'est ce que je viens de vous dire, dès lors que vous n'avez pas mis en place vos mentions légales et qu'elles ne sont pas conformes, dès lors qu'il n'y a pas de politique de cookies ou de non-conformité, dès lors qu'il y a, pareil, vous êtes sanctionné, dès lors qu'il n'y a pas de renvoi à ces documents, dès lors qu'il n'y a pas de possibilité de refuser aussi, donc, etc. On verra ça de façon plus précise tout à l'heure. Sanctions aussi dès lors que vous n'avez pas désigné de DPO, et que vous avez l'obligation. L'enregistrement de vidéosurveillance abusive, voilà, dès lors qu'on voit des traitements biométriques, voilà, c'est à la mode, donc tout le monde veut mettre ça, mais ou de la vidéosurveillance, mais qui est abusive. L'utilisation est disproportionnée au regard de la réalité. Par exemple, en même temps, ça permet le contrôle de salariés qui travaillent ou les caméras sont mal placées. Là, il y a pas mal de sanctions et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut corriger. La vidéosurveillance se met dans certains cadres et il faut savoir qu'elle se positionne à certains endroits et si on a d'autres systèmes alternatifs, par exemple pour du biométrique, pour
il faut mettre ces autres mesures en place et pas vouloir mettre toutes les technologies qui paraissent disproportionnées par rapport à la finalité que l'on veut respecter. D'autres sanctions apparaissent, tout ce qui est prospection commerciale. On a souvent des fichiers qui sont détournés de leur finalité ou qui sont transmises à d'autres filiales. Donc là, c'est un manquement aussi. L'absence de consentement aussi. Donc justement, on consent à donner des données pour une finalité, mais elles sont traitées pour une autre finalité. Vous avez aussi très souvent la minimisation des données qui est non respectée. Donc voilà, vous avez trop de données qui sont demandées dans des formulaires par rapport à la finalité du traitement. Le consentement est non demandé. Il est non demandé ou alors il est déjà coché ou alors la personne n'a pas son libre arbitre. Elle se sent un peu tiraillée si elle coche pas, elle n'aura pas le droit au service. Alors c'est tout l'enjeu par exemple des salariés aussi. Hein. Le consentement a souvent été utilisé par abus dans les entreprises en disant mon salarié a consenti et autres. Et donc là, attention, il faut qu'il soit libre. Hein. C'est quelque chose d'important. Donc il faut bien analyser ce principe. La possibilité de retirer le consentement aussi. Donc, j'ai mis mon consentement, mais je ne sais pas où aller et ce n'est pas facile. Et donc, ça, c'est une sanction. Ou alors, je l'ai fait techniquement, mais ce n'est pas fait en réalité au sein de l'entreprise. Techniquement, ça n'est pas tracé, ça n'est pas réalisé. Voilà les manquements que nous avons constatés qui étaient les plus courants. Alors, je vais aller sur le focus de trois axes de manquements. Sur la non-conformité de son site Internet, comme je vous ai dit, les cookies sont très souvent contrôlés par la CNIL. Donc, les cookies sur votre site Internet, vous devez vraiment avoir identifié aujourd'hui les cookies présents. La durée du consentement, le lien est disponible. Est-ce qu'un lien est bien disponible pour modifier votre choix à tout moment? Une politique comprenant l'ensemble des informations nécessaires et accessibles. Donc, il faut savoir qu'il doit être possible de retirer à tout moment son consentement et il faut avoir mis des durées qui sont conformes et qui correspondent au cadre de ces cookies. Il faut privilégier des formulaires de contact avec des zones de commentaires, si possible, à ne pas mettre parce que ça permet libre de mettre des choses qui seraient peut-être pas très conformes ou discriminatoires et autres. Bien penser à mettre à disposition les mentions légales, mettre à disposition des politiques de vie privée et confidentialité. La newsletter, tout particulièrement, il faut bien un consentement dédié pour la newsletter et prévoir un bouton désabonnement qui fonctionne quand je viens de vous dire. Voilà pour un focus. Donc, je rappelle, ce qui est important pour le site Internet, là, il y a une partie technique, il y a une partie sécurité, il y a une partie juridique avec les mentions. Donc, faites-vous accompagner d'un cabinet. Ça ne dure vraiment pas longtemps. Hein. Vous appelez, en 1 ou 2 heures, il va vous donner les éléments. Après, ça dépend si vous avez utilisé beaucoup de sites et autres, mais il peut vous corriger. Et si c'est plus long, ça sera plus long, il vous le dira. Focus sur les analyses d'impact. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'analyse d'impact, donc, autant le site Internet, donc vous êtes impérativement à jour depuis le 1er avril. Pareil, pour les analyses d'impact, vous devez les avoir fait pour tous les traitements qui ont des risques. Alors, une analyse d'impact, c'est lorsque tout traitement, type de traitement, en particulier par le recours de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, la portée du contexte et des finalités du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable de traitement effectue, avant le traitement, une analyse d'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Donc, il s'agit bien d'une analyse de risque pour la vie privée des personnes. Donc, il faut réaliser cette analyse avant de lancer le traitement. Elle permet de justifier que vous n'avez pas pris de risque et que le traitement peut être lancé. Donc, quand est-ce que vous donnez des éléments, quand est-ce qu'on doit lancer une analyse d'impact? Alors, le GVNF avait émis des conseils dès lors qu'on a 2 critères, notamment une évaluation, une notation des personnes et profilage, dès lors qu'on a une prise de décision automatisée avec effet juridique ou similaire significatif, dès lors qu'on a une surveillance systématique des personnes, dès lors qu'on a un traitement de données sensibles ou à caractère hautement personnel, dès lors qu'on traite de données à grande échelle, dès lors qu'on croise ou qu'on combine un ensemble de données,
le traitement de données concerne des personnes vulnérables, donc à savoir des patients, des mineurs, des personnes âgées, des salariés. Dès lors qu'on utilise une nouvelle technologie, une application, de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles, ou un traitement qui empêche une personne de bénéficier d'un droit ou de bénéficier d'un service ou d'un contrat, ça vous donne le repère qu'il va falloir faire dès lors qu'il y a deux critères, une analyse d'impact quoi qu'il arrive. Pour exemple, une préanalyse de risque aussi peut être dans le cas quand vous hésitez, qu'il n'est pas nécessaire de faire une analyse de risque. Une préanalyse de risque va vous permettre de prouver que vous n'avez pas besoin de faire une analyse de risque parce qu'il n'y a pas assez de critères ou il n'y a pas d'éléments de risque élevé pour les personnes concernées. Mais ce document va permettre de dire que vous avez pris la décision de ne pas faire d'analyse de risque et sera à mettre en accountability aussi. Dès lors que cette préanalyse dit que vous devez faire une analyse de risque, il faut faire cette analyse de risque. Donc, une analyse de risque est aussi tout bonnement pour des changements significatifs tels que dès lors que vous changez d'outil, donc avec un prestataire, un nouveau prestataire, une nouvelle application de traitement, dès lors que vous augmentez le nombre de personnes concernées, donc vous traitiez un certain nombre de personnes concernées et votre volume augmente. Donc là, il y a un risque plus important. Dès lors que vous avez une nouvelle catégorie de données collectées, donc là, vous allez sur d'autres données et d'autres données personnelles. Dès lors que vous changez de prestataire important, dès lors que vous changez de mode d'hébergement, vous changez de prestataire ou notre endroit, interne à externe, dès lors que vous avez donc tout ce qui va être migration, si est concerné, tout ce qui est recours à une nouvelle technologie, changement de finalité, évolution du contexte organisationnel et sociétal conduisant à plusieurs décisions automatisées. Voilà. Il faut vous poser la question, attention, il y a un risque. Donc, il faut que je prouve qu'il n'y a pas de risque élevé pour les personnes concernées. Et bien sûr, donc, toute existante ou mise en place d'une vidéosurveillance, d'un système de géolocalisation, d'applicatifs gérés par un prestataire, là, c'est impératif. On verra les questions à la fin, je pense. OK. Alors, bien entendu, il y a des exceptions. La CNIL a mis des exceptions et avant de citer celle qu'elle a mise sur une liste blanche, vous avez, lorsque le traitement n'est pas susceptible d'engendrer un risque élevé, bien entendu, c'est sous-entendu, pour le droit des libertés des personnes, il n'y aura pas besoin de faire une analyse d'impact. Lorsque le traitement est similaire en termes de nature, de portée, de contexte et de finalité à un autre traitement qui a fait l'objet d'une analyse d'impact déjà précédemment, si c'est les mêmes traitements, les mêmes finalités, ce n'est pas nécessaire. On peut recourir à l'analyse d'impact précédente. Lorsque le traitement a fait l'objet d'un examen mené par une autorité de contrôle avant mai 2018 dans les conditions spécifiques qui n'ont pas changé. Lorsque le traitement a une base juridique dans le droit de l'État membre qui réglemente les modalités de mise en œuvre du traitement et qu'une analyse d'impact a déjà été réalisée dans le cadre de l'établissement de la base juridique en question, il n'y a pas de souci. Ensuite, lorsque donc ce traitement est sur la liste blanche établie par l'autorité de contrôle qui liste les opérations de traitement qui ne requièrent pas de faire une analyse d'impact. Alors, pour autant, dans ce point-là, il y a une liste blanche. Pour autant, le DPO doit bien mesurer aussi qu'on n'est pas obligé de faire une analyse d'impact parce qu'il y a un cas à chaque fois et le contexte de l'entreprise, les traitements de l'entreprise, les finalités de traitement. Donc, il faut bien quand même que le DPO donne son avis. Troisième focus. Je regarde le temps. Troisième focus sur les analyses sur les CCT, donc les causes contractuelles types qui doivent être mises en place au niveau des entreprises dès lors que vous transférez de données hors de l'Union européenne. Il est important de savoir qu'il y a 3 outils. Donc, lorsque vous transférez de données hors de l'Union européenne, il y a la décision d'adéquation, les CCT que je viens de vous citer et les BCR. Donc, il est important d'utiliser ces 3 outils. Donc, là aussi, faites-vous accompagner de conseils s'il y a besoin, tant sur la forme juridique que sur la forme technique. Voilà. Pour cette première partie, j'ai essayé de vous donner des éléments comment prévenir pas le contrôle, parce que le contrôle peut arriver. Et le contrôle, il arrive de différentes façons. Le contrôle, il arrive souvent parce que vous avez eu des plaintes, des réclamations, et du coup, la CNIL se pose des questions. Et elle a aussi
elle a été aussi contrôlée, elle a mis en place un process automatique avec des personnes derrière, bien sûr, qui contrôlent les sites Internet. Donc, dès lors qu'elle a déjà la puce à l'oreille, ça lui donne encore en plus envie d'aller contrôler. Voilà, ça, c'est une des raisons. Donc, mais sinon, donc, si vous avez prévenu en général, avec tout ce que je viens de vous dire de façon générale, vous êtes en conformité, il n'y a pas de raison de contrôle par rapport à d'autres qui seraient déjà en non-conformité. Alors, les missions de la CNIL, le contrôle. Les missions de la CNIL sont d'informer, réguler, protéger, contrôler, sanctionner et anticiper. Donc, la CNIL, qui est l'autorité de régulation française, recense tous les traitements qui ont déclarés, parce qu'elle a aussi des traitements pour qu'elle doit, par exemple, de traitement de données sensibles type de santé, bien une analyse d'impact ne va pas suffire, il faut avoir l'autorisation préalable de la CNIL pour les traiter. Donc, elle est sollicitée. Elle est sollicitée aussi par le gouvernement pour tout ce qui est l'adoption de lois. Elle est dans l'anticipation, dans la proposition, dans la formation aussi. Dans la formation aussi du grand public et des entreprises. Elle forme aussi les entreprises, le grand public. Donc, dès lors qu'on a besoin, elle fait des conférences. Elle sanctionne les non-respects de la loi, elle contrôle l'application de la loi au sein des organismes, donc ce que je vais voir de façon plus précise, et donc elle informe et conseille les autorités des entreprises du grand public. Donc, les contrôles, comment ça se passe ? Les types de contrôle. Le contrôle, il y a 4 types de contrôle. Le contrôle sur place, donc elle va au sein de l'entreprise. Sur pièce, elle demande des documents. Sur audition ou en ligne à distance. Alors, lors d'un contrôle sur place, la CNIL peut accéder à tous les locaux professionnels. Ça, c'est important de le savoir, entre 6h et 21h. Elle demande communication de tout document nécessaire et d'en prendre copie. Elle recueille tout renseignement utilisé et elle peut entendre toute personne. Elle accède au programme informatique et aux données. Alors, à l'issue du contrôle, le PV est dressé par le contrôleur qui fait en état tout élément de saisie, tous les espaces de l'organisme visité, tout est notifié. Ce PV doit être signé par les 2 parties et des remarques et des réserves peuvent bien entendu être reportées par le DPO ou le RT, ou son représentant, donc le responsable de traitement, le RT. À l'issue des contrôles, la présidente de la CNIL peut ordonner des mises en demeure. Donc, le contrôle, c'est bien permet à la CNIL de vérifier la mise en œuvre concrète de la loi, puisque je vous rappelle, depuis 2018, avant, vous deviez demander une autorisation pour lancer un traitement et voir s'il est en conformité. Depuis 2018, la CNIL vous fait confiance, vous devez être en conformité, mais le jour où elle vient, vous devez être en capacité de prouver votre conformité et donc d'avoir tout mis dans cette base accountability. Cette base accountability, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a les registres, donc le registre de traitement, qui est la cartographie de votre de l'activité de votre entreprise. Il y a toutes les procédures. Donc, vous pouvez avoir des procédures. Donc, quelles les procédures si vous avez une évaluation de données, procédures de demande de droit, tous les processus que vous avez d'utilisation de vos outils. Vous devez avoir toutes les chartes que vous avez pu envoyer à vos salariés, les politiques de confidentialité, les politiques de données personnelles, donc tout ce qui va être gouvernance. Vous avez tous ces éléments. Donc, les registres, il y a aussi le registre de formation, puisque vous avez une obligation de sensibiliser, former l'ensemble de votre personnel et de façon récurrente tous les 2-3 ans avec une piqûre de rappel. Vous avez aussi l'obligation de faire un audit tous les 2-3 ans qui permet de voir que vous êtes toujours en conformité et qui permet d'éclairer sur les écarts de conformité nouveaux qui auraient pu arriver et par rapport à l'évolution de la réglementation, mais aussi l'évolution de votre entreprise, puisque vos traitements, l'activité a évolué, vous avez pris de nouveaux sous-traitants. Donc, cet audit est quelque chose d'important aussi qu'on peut mener pour vérifier donc, sur un niveau de 0 à 5, sur des critères objectifs, 21 critères objectifs de conformité, votre niveau de conformité par rapport au niveau minimum requis que la CNIL demande, et derrière, définir les écarts et donc définir par conséquent un plan d'action de mise en conformité où vous avez à chaque écart une action, un livrable, l'hypothèse de travail et un délai qu'on peut, avec l'entreprise, mettre en place pour planifier la mise en conformité par rapport à une priorisation des actions suivant une analyse de risque pour l'atteinte à la vie privée des personnes.
Alors, la composition et pouvoir de ce contrôle. Le programme des contrôles est élaboré donc, en fonction des thèmes d'actualité, des grandes problématiques identifiées et des plaintes dont la CNIL est saisie. Ce que je vous disais, elle établit chaque année un plan stratégique. Je vous en ai cité les 3 axes stratégiques qu'elle a cette année, la CNIL, et elle retravaille par rapport à toutes les plaintes qu'elle reçoit. Tout à l'heure, je vais vous en donner un exemple. La CNIL est compétente donc, pour contrôler des systèmes de vidéoprotection autorisés par les préfectures. Ça, c'est important aussi à citer. La CNIL peut se réunir en 2 formations distinctes. Elle a une formation plénière qui est composée de 18 membres, donc qui est composée avec le président, et elle a aussi une formation restreinte qui est composée de 5 membres et d'un président distinct du président de la CNIL, qui peut prononcer, cette formation restreinte peut prononcer diverses sanctions à l'issue d'une procédure contradictoire. Alors, les sanctions que vous avez, les sanctions donc, sont pécuniaires aussi, sauf pour les traitements de l'État. Elles peuvent s'élever jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel en cas de non-respect des principes fondamentaux du RGPD ou jusqu'à 10 millions et 2% du chiffre d'affaires en cas de non-respect des obligations de responsable de traitement et sous-traitant. Cette sanction peut être rendue publique. La formation restreinte peut également ordonner l'insertion de sa décision dans la presse aux frais de l'organisme sanctionné, donc la sanction est un peu plus forte. Une injonction de cesser le traitement, elle est plus forte. Un retrait de l'autorisation accordée par la CNIL. Il faut savoir que le montant de ces sanctions va au trésor public. Alors, graduellement, les sanctions, comment ça se passe? C'est graduel. Vous avez 4 niveaux de sanctions. Vous avez les sanctions qui vont d'abord de l'avertissement. L'avertissement et rappel à l'ordre, avertissement et mise en demeure, rappel à l'ordre. Vous avez un 2e niveau, injonction de cesser la violation de données. Vous avez un 3e niveau, limitation de la suspension temporaire ou définitive de traitement ou des traitements, et suspension des flux de données hors de l'Union européenne. Et vous avez un 4e niveau qui va jusqu'à l'amende de 20 millions et 4% du chiffre d'affaires. Vous notez que l'amende est liée au chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas parce que vous recevez une amende de 5 000 € qu'elle n'est pas aussi importante. Vous n'appelez pas Google ou autre. Donc, ça peut mettre en péril une petite TPE. Donc, c'est proportionné à la taille de l'entreprise, à son chiffre d'affaires, ils en tiennent compte, mais ça peut mettre en péril une entreprise et en tout cas aussi la réputation de l'entreprise. Donc, en tout cas, le développement et la pérennité de l'activité de l'entreprise est en jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment être en conformité RGPD. Outre qu'il faut respecter les droits et libertés des personnes concernées. Donc, cette sanction aussi, il y a des 11 critères que la CNIL tient compte pour son degré de sanction. Si elle tient compte de la nature, gravité et durée de la non-conformité, elle tient compte du caractère intentionnel ou négligent de la non-conformité. Donc, plus vous aurez d'éléments comme ça, plus la sanction sera importante. Les mesures prises pour réduire les impacts sur les personnes concernées. Donc, si vous avez déjà mis des mesures en place, mais il restait quelque chose et que c'était pas, voilà, vous n'aviez pas finalisé ou voilà, parce que vous étiez dessus un temps imparti, même si maintenant ça va faire 3 ans, la CNIL va moins sanctionner dans un premier temps. À part si c'est déjà, elle vous a déjà informé de cette non-conformité. Donc, le degré de responsabilité du responsable de traitement et du sous-traitant et des mesures techniques et organisationnelles mises en place par eux. Les non-conformités commises précédemment, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Si ça se répète, si voilà, vous n'avez pas continué à vous mettre en conformité aussi. Le degré de coopération avec la CNIL, alors ça c'est clair que si vous n'êtes pas, le jour où il y a un contrôle, où vous n'êtes pas avec elle et vous cachez des choses et vous ne coopérez pas trop, ça elle n'aime pas du tout. Les catégories de données concernées par la non-conformité personnelle, la manière dont la CNIL a été mise en place par la non-conformité. Si la CNIL avait déjà donné aux responsables de traitement de prendre certaines mesures correctives et qu'elles n'ont pas été menées, et dans les temps impartis, l'adhésion à des codes de conduite approuvés et le fait d'être certifié. Donc, s'il y a déjà des certifications, des choses comme ça, ça vous permet de montrer que vous avez des conformités, donc vous êtes dans un mécanisme de conformité. Et l'existence de circonstances aggravantes et atténuantes, là, c'est plutôt dans le sens inverse, pas pour vous aider. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez différentes sanctions, donc l'avertissement, la mise en demeure et la sanction. Donc, l'avertissement, bon, simple avertissement qui peut avoir une sanction derrière. La mise en demeure, donc, elles sont souvent pour satisfaire aux demandes présentées de la personne concernée. Donc,
on vous demande de vous mettre en conformité très rapidement sur des opérations de traitement. La mise en demeure peut être aussi de communiquer à la personne concernée la violation de données, de rectifier et d'effacer des données et de limiter le traitement de ces données. Les sanctions, donc elles vont du rappel à l'ordre, de l'injonction de mise en conformité potentielle avec astreinte, de la limitation temporaire ou définitive du traitement, de l'interdiction du traitement, de la limitation temporaire ou définitive du traitement, du retrait d'autorisation de mettre en œuvre le traitement. Donc là, ça met en péril vraiment votre activité. Suspension des flux de données hors de l'Union européenne pour les sécuriser puisqu'ils n'y étaient pas, et jusqu'aux amendes administratives qu'on a vues. Ça va aussi très loin, ça va aussi dans le sens où le responsable de traitement est aussi pénalement et financièrement peut être mis en cause. Alors, les amendes qui sont concernées, qui vont jusqu'à 10 000 € pour les manquements concernés sont tout ce qui est consentement des mineurs, tout ce qui est traitement ne nécessitant pas ou plus d'identification de personnes. Dès lors que c'est la protection des données dès la conception et par défaut, donc le privacy by design n'est pas respecté. Dès qu'il y a une responsabilité conjointe, dès lors qu'il y a des représentants des responsables de traitement, dès lors qu'ils sont touchés et qui n'ont pas été nommés, par exemple, dès lors qu'il y a des sous-traitants, dès lors qu'il y a des registres de traitement qui n'ont pas été réalisés, au niveau de la coopération avec l'autorité de contrôle qui n'est pas correcte, la sécurité de traitement qui n'est pas correcte, la notification des violations de données qui n'a pas été faite à la CNIL, les analyses d'impact qui n'ont pas été faites, la désignation d'un dépôt qui n'a pas été faite, la certification qui n'a pas été réalisée ou appliquée par l'entité. Là, on a des amendes qui vont jusqu'à 10 millions d'euros. Pour les amendes qui vont jusqu'à 20 millions d'euros, on est dès lors qu'on ne respecte pas les principes de base du traitement. Dès lors que les bases légales du traitement ne sont pas respectées, le consentement n'a pas été respecté ou mis en place pour que la personne puisse dire ou non. Dès lors qu'il y a le traitement de données sensibles n'est pas encadré correctement ou qu'il a été fait par des entités qui n'ont pas le droit de les traiter, les droits des personnes ne sont pas respectés, les transferts de données hors de l'Union européenne et le non-respect d'une sanction d'une autorité de contrôle. Donc, dès lors que vous avez une sanction, type une injonction, une limitation temporaire ou définitive du traitement, une suspension des flux de données, dès lors que vous n'avez pas respecté cette sanction ou le fait de refuser l'accès à des données à leur autorité, vous pouvez avoir une amende qui va jusqu'à 20 millions d'euros pour ce manquement. Enfin, au niveau de la procédure, dans l'hypothèse où le président de la CNIL a au préalable prononcé une mise en demeure dès que le responsable de traitement ne s'y est pas conformé, la formation restreinte peut prononcer à l'issue d'une procédure contradictoire une sanction pécuniaire, donc que je viens de vous citer. Cette sanction peut être rendue publique, ce qui fait, c'est une autre sanction. Là, ça fait davantage mal à l'entreprise. La formation restreinte peut également ordonner l'insertion de sa décision dans la presse aux frais de l'organisme sanctionné. Le montant, donc je vous ai dit, est perçu par le Trésor public. On peut avoir une injonction de cesser le traitement et un retrait de l'autorisation accordée par la CNIL. Donc, la CNIL, c'est une autorité indépendante. Le président de la CNIL a bien été nommé par le président de la République, d'ailleurs. Il est composé de plusieurs membres, dont des conseillers d'État et à la fois donc des agents qui sont contractuels. Voilà. Vous dire. Alors, la CNIL, en 2017, avait moins de 200 agents. Là, on est passé à plus de 260. Donc, vous voyez que l'augmentation est importante. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin vraiment. C'est une entité qui développe son activité et qui a de plus en plus de contrôle à faire. Donc, voilà. Alors, des exemples de contrôle pour finir. Bien dire par contre que ce que je vous ai dit, c'est que ce n'est pas la CNIL qui reçoit les amendes, c'est qui reçoit l'argent. Comme l'autorité de contrôle en Angleterre, elle, ça lui permet de pouvoir recruter d'autres personnes. En France, non, c'est bien le Trésor public et c'est la ligne budgétaire du Premier ministre, la ligne 308, pardon. Au niveau des sanctions, alors comme je vous l'ai dit, les sanctions peuvent être à la fois sur des grandes entreprises, des ETI, des PME et à la fois sur des individuels. Donc, les grandes entreprises, vous avez des exemples que vous avez peut-être vus dans la presse, comme Carrefour, qui a eu 3 millions de sanctions à payer pour une mauvaise information des personnes. H&M, 35 millions pour une surveillance illégale de ses employés.
British Airways, 22 millions pour une faille de sécurité informatique. Marriott, 20 millions pour une faille de sécurité informatique. Notebook Biller, 10 millions pour une surveillance illégale. Et Google, Amazon, 135 millions pour des cookies, des tracements de cookies. Alors, d'autres chiffres sur les 3 derniers mois de 2020 par rapport à 2019, au niveau des sanctions, 99 sanctions, 110 millions d'euros d'amende et 40% d'actions en plus sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019, ce qui va être encore plus sur l'année 2021. C'est un petit peu comme les attaques cyber, où il y a une multiplication qui explose à 247%, mais là aussi, les sanctions vont de pair. Donc, il y a aujourd'hui environ une sanction par jour pour une violation du RGPD en Europe. Donc, c'est pour vous dire que l'importance des sanctions et qui va aller crescendo maintenant que ça fait 3 ans et que maintenant que les moratoires sont dépassés, dont les 3 que je vous ai cités, pour les 2 principaux sites Internet et analyse d'impact. Alors, des exemples de TI et PME qui ont été sanctionnés. Une vente en ligne de chaussures, c'est partout, 250 000 à payer pour une collecte illégale de données, 500 000 pour démarchage téléphonique illégal, 400 000 pour un défaut de sécurité informatique et conservation trop longue de données. Des TPE qui ont été touchés, des individuels et professions libérales. Donc, une app mobile l'entité avait envoyé des spams, donc elle a eu à payer 20 000 euros. Donc, vous voyez que les sanctions sont à la mesure de la taille et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais pour autant, ça peut faire très mal. Un hôpital a été touché par 112 000 euros pour défaut de protection des données. 7 500 pour une TPE avec seulement 2 salariés qui avaient spammé ses utilisateurs. 9 000 euros pour 2 médecins n'ayant pas sécurisé des données de clients. Et 2 000 euros pour un avocat qui a transmis les pièces d'une partie à un tiers. Donc, j'ai bien plein d'autres sanctions courantes à vous dire. Je vais juste en citer là, vous voyez, ce qui est important, des manquements, dès lors que vous n'avez pas le consentement des personnes, dès lors que vous avez des cookies dont les mentions n'ont pas bien été mises et le respect des consentements, c'est des sanctions. Ne pas avoir désigné de DPO, ou avoir un DPO qui est nommé mais qui n'exerce pas sa fonction, ou alors qui est en conflit d'intérêts, un DPO donc non nommé, l'absence de registre de traitement. On a les premières sanctions qui arrivent, on en a encore eu 2 là récemment, pour l'absence de registre de traitement qui n'a pas été réalisé. Donc, l'absence de prise en compte des droits de rectification et d'effacement des personnes concernées, l'absence de vouloir coopérer avec la CNIL, défaut de sécurité des données. Voilà, le sous-traitant n'avait pas mis en place les mesures de sécurité. Là, on a des sanctions, vous voyez, 75 000. Alors, les ministères sont touchés aussi, les hôpitaux aussi. Ne pas avoir réalisé d'impact. On vient d'avoir une pour 46 600. L'analyse d'impact n'avait pas été réalisée. Vous avez bien sûr plein d'autres manquements, comme ne pas avoir minimisé ces données, ne pas avoir respecté les durées de conservation, donc les droits d'opposition, l'encadrement contractuel des relations avec ses sous-traitants. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, plein de manquements d'information de ces utilisateurs. Donc voilà, plein de manquements que vous pouvez voir qui sont sanctionnés. Je vais rester, il y a sûrement des questions. On a une première question de Eric dans le chat qui nous dit « Ma question est simple, mais c'est vrai qu'on se la pose. Pensez-vous raisonnablement que les TPE et petites PME disposent des moyens pour respecter cette réglementation? La CNIL dispose-t-elle de statistiques à ce niveau ?» Alors, je ne sais pas si la CNIL dispose de statistiques à ce niveau, mais je pense, oui, puisqu'elle crée des entités qui… oui, donc je pense, oui, en effet, parce que la CNIL a une entité qui a un but de recenser tout ce qui arrive et toutes les plaintes. Donc, oui, elle a des statistiques. Et donc, la première partie de la question qui était est-ce qu'une petite entreprise peut se mettre en conformité? Absolument. Alors, c'est clair que ça peut coûter cher si elle fait appel à un conseil, pas forcément. Moi, tout particulièrement, j'ai par exemple signé des accords avec des fédérations. Par exemple, je vais la citer, puisque c'est public, FEDESAP, SAPRA, par exemple, tout ce qui est de l'aide à la personne. Vous savez, ils ont qu'un ou 2 salariés, des aides à domicile. Donc, c'est des petites entreprises. Je le fais aussi pour d'autres typologies d'activités, mais tout ce qui est économie sociale et solidaire, ils ont peu de moyens, tout ce qui est associatif, fondation. Et du coup, j'ai établi des registres déjà préparés avec qui on travaille un temps pour les spécialiser. Je donne des mentions déjà
Pour les contrats de travail, les mises en conformité de sites internet sont faites avec eux. Donc, il y a un package minimal qui est prévu avec un prix. Et comme j'essaye de le faire sur beaucoup, du coup, c'est pas cher pour l'entreprise. Elle peut, ça rentre dans ses budgets. Et elle a la base minimale. Et après, on reste, on conseille pour les mettre à jour régulièrement. Donc, c'est possible. Ce qui est important, ce que je vais insister, ce qui est très important, c'est que dès lors que vous créez une entreprise, il faut que vous mettiez en principe qu'est-ce que je veux faire, quelle est mon activité, de quelles données ai-je besoin. Et dès lors que vous mettez comme ça, et vous allez tracer tout de suite votre registre de traitement. Alors là, vous pouvez faire aider donc, par des packages qu'on vend donc, dans mon entreprise, donc Nodia Group. Et donc, il y a un consultant qui vous est dédié et qui vous suit toujours. Et donc là, il va vous établir avec vous le registre de traitement. Il va vous donner les bons conseils pour recruter, pour sélectionner, les mentions juridiques, comment mettre un site à jour. Dès lors que vous allez traiter avec un pays à l'étranger, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc non, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais il faut se mettre dans la logique. Et dès lors que je prends un nouveau sous-traitant, est-ce que mon nouveau sous-traitant, il est bien conforme? Donc, quelles sont les questions qu'il faut que je lui pose lors de l'appel d'offres ou dès lors que avant de signer mon contrat, ce qui est bien les mentions, je dois vérifier. Donc, c'est des réflexes on peut vous donner ces bons réflexes à avoir. Dès lors que vous faites un nouveau développement aussi, là, il y a le réflexe qui doit vous donner. Je développe une nouvelle appli. Là, les nouveaux réflexes doivent vous donner. Donc ça, chez nous, chez Nodia Group, on le fait. Chez Nodia Group, on le fait. D'accord, merci. On a une autre question. Quels sont les secteurs les plus sanctionnés, s'il y en a? Moi, je n'ai pas la statistique des secteurs les plus sanctionnés. Par contre, je sais que la priorisation va être d'abord tout ce qui porte atteinte à la vie privée des personnes. Ça va être la cible première, le risque le plus élevé. Donc, tout ce qui va être des données dites sensibles que je vous ai citées, philosophiques, politiques, données de santé, orientation sexuelle, biométrique, dès lors que vous traitez des données comme ça et qu'il y a un risque, là, vous êtes dans le spectre. Donc, c'est vraiment la priorité. La CNIL va sur ça. Donc, elle va aussi sur l'information des personnes, tout ce qui est un manquement d'information des personnes, voilà, et le site Internet. Merci. Guillaume nous demande, donc merci pour cette présentation, pourriez-vous nous donner une liste non exhaustive de procédures politiques à mettre en place en interne à Accountability? Donc, une liste de procédures, oui. Alors, je vais vous dire d'abord les principales qui sont obligatoires, qui reviennent, c'est que vous devez avoir mis en place une procédure de violation de données. Donc, que faire dès lors qu'il y a un incident et une violation de données? Comme ça, les gens savent tout de suite ce qu'il faut faire. Une procédure aussi de demande d'exercice de droit. Dès lors qu'on reçoit une demande, par exemple, d'accès, de rectification, de modification, de suppression, qu'est-ce qu'on fait? Comment on y répond? Qui? Quoi? Donc ça, cette procédure est importante aussi. Voilà 2 premières procédures. Après, vous avez des procédures qui sont liées à vos activités par rapport, donc qui traitent des données. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tel traitement de données que vous avez au sein de votre activité? Donc, c'est large parce que je ne connais pas votre entreprise, mais là, il va falloir mettre en place la procédure qui est liée au traitement de données personnelles qui permet la sécurisation, donc la procédure. Et sinon, on descend au niveau processus. C'est dès lors que vous mettez un nouvel outil dans votre entreprise qui va traiter de données avec un prestataire ou en mode SaaS, eh bien là, il faut un process. Qui a le droit de l'utiliser, avec la gestion des habilitations, le qui fait quoi, comment, et les mesures de sécurité. Voilà, donc je ne peux pas répondre par rapport je ne connais pas l'activité de la personne. On a une autre question. Les activités d'avocat et de notaire figurent-ils sur la whitelist? Les activités de conseil financier également? Non, vous devez impérativement être conforme comme toute entité. Vous n'êtes pas exempt de conformité RGPD. D'accord, merci pour ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je regarde si on a d'autres questions. Hop. Alors, donc, Guillaume qui a rebondi sur sa question. Est-il pertinent de mettre en place une politique de gestion de visite de la CNIL?
Oui, je l'ai oublié justement. Ah merci, c'est qui? Merci Guillaume. Merci Guillaume. Oui, merci, c'est la troisième, c'est dans les 3 procédures. Vous voyez, je l'ai oublié justement. C'est les gestions de crise, c'est ce qu'on dit. Les gestions de crise, c'est contrôle CNIL, demande de droit et violation de données. Merci à Guillaume. Oui, cette procédure, il faut la mettre en place. Et donc, on l'écrit, nous, avec vous, dans les entreprises. De toute façon, ces 3 procédures, on les écrit avec vous. Elle permet, dès lors que quelqu'un arrive à l'accueil, c'est quelque chose de très pratico-pratique. Hein. Il y a même une fiche par interlocuteur. Donc, la personne à l'accueil va savoir, dès que la CNIL arrive, qui elle doit prévenir et où faire attendre la personne pour pas que ces personnes de la CNIL puissent attendre, par exemple, dans l'entrée et voient passer des choses. Voilà. Et donc, vérification, mais qui elle contacte et toujours prévoir une deuxième personne si elle n'est pas là. Et le cas du contrôle aussi, ça va, c'est vraiment très pratico-pratique. Le responsable de traitement qui vient, qu'est-ce qu'il doit faire, qui sont les directions qui doivent être prévenues, quelle est la cellule de crise qui doit être prévenue, dans quel cas, et chaque interlocuteur donc, de cette cellule de crise doit avoir sa fiche, qu'est-ce qu'il fait. Et chaque soir aussi, la cellule de crise, qu'est-ce qu'elle doit faire avec les minutes, qu'est-ce qu'elle doit recenser, comment se fait la visite aussi, qui est toujours quelqu'un avec les bonnes pratiques, les bons conseils, les recommandations, qui sont notamment toujours accompagner les personnes CNIL quand elles visitent, qu'elles sont faire les copies en même temps, puisqu'il faut garder le double des copies qu'on a données pour bien mettre les minutes le soir, puisqu'il va falloir consigner ça aussi en accountability. Quand vous avez un contrôle, il va falloir consigner en accountability tout ce que vous avez donné, tout ce qui vous avez répondu, et ainsi que le PV, bien sûr. Donc oui, bien sûr, cette procédure est importante. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question de Guillaume, du coup. On a là une dernière question de ce que je vois. Donc, il y a les avertissements, les mises en demeure. Est-ce qu'il y a des risques réels de sanctions pour les TPE, PME à l'heure actuelle? Oui, comme on l'a vu tout à l'heure par les exemples que j'ai cités. Hein, vous avez les 2 médecins, l'avocat, et justement, donc j'ai dit oui, c'est justement en plus. Tout à l'heure, la question me disait, oui, est-ce qu'ils sont obligés? Je vous ai dit oui, justement, il n'y a pas d'entreprise ou de profession en nom propre qui est exemptée. Et bien au contraire, ces professions traitent de données très personnelles, voire sensibles. Donc, elles ont des mesures de sécurité plus importantes à mettre en place. Voilà, donc ce sont des clients qu'on a prioritairement même. Voilà. Ouais, bon, donc, faites attention. Oui. De mon côté, c'est tout bon. Je pense que ça a été plutôt clair. Je ne sais pas si Fabienne, vous voulez rajouter un mot de conclusion ou résumer un peu l'idée générale de l'événement finalement. Oui, moi je remercie les gens qui nous ont suivis aujourd'hui de leur confiance et puis donc merci de votre attention. Merci à tous de votre participation et à Pôle Finance Innovation pour son rôle dans le développement de l'économie. Le développement de votre entreprise en lui permettant de connaître toutes les clés pour se développer et pérenniser sa réputation et son activité. Donc, vous voyez, Pôle Finance Innovation aide au développement des entreprises dans l'innovation. Moi aussi, j'aide et Nodia Group, on aide tous les jours les entreprises à être en conformité et donc à pouvoir les aider dans leur développement et leur pérennité. Donc, pensez à ça, c'est important. Ce n'est pas parce que vous êtes tout petit qu'il ne faut pas rien faire. Bien au contraire, en plus, c'est plus facile d'avoir tout de suite les réflexes. Appelez, je vais prendre pour Nodia Group, mais appelez-nous. On fait des solutions sur mesure, adaptées à la taille de l'entreprise par rapport à vos moyens. Il n'y a pas de souci. Et justement, ça prend peu de temps si vous le faites dès le début et vous avez les bons réflexes. N'ayez pas peur. C'est parce que vous ne connaissez pas, vous pensez que c'est lourd. Non, c'est quelque chose. Et c'est un réflexe à avoir dès lors qu'on fait des traitements Employability by Design. Donc, merci à Pôle Finance Innovation qui a vu l'intérêt de la protection des données et qu'il faut que ça soit intégré dès lors qu'on se lance en start-up ou qu'on soit une grosse entreprise, comme toutes ces entreprises de finance qu'on a, qui sont nos clients aussi d'ailleurs. J'ai des entreprises de start-up qui sont membres chez vous et aussi une grosse assurance. Et merci à Maximilien Nayaradou, toute son équipe, Hugo, Clément, Gisela, voilà, merci à eux tous et à bientôt, j'espère. Et donc, vous avez mes coordonnées. Donc, Nodia Group, qui est une entreprise de data et qui a un pôle conseil, donc qui traite
l'exploitation et la valorisation des data. Donc, on a pas mal d'ingénieurs de data science pour travailler avec vous. Et on a aussi un pôle conseil, système d'information, donc en conseil technologique et management du SI, dont la practice RGPD qui traite plus particulièrement donc de toutes les mises en conformité, tant de l'audit, mise en conformité, des demandes à la carte. On forme aussi, on sensibilise les collaborateurs des entreprises. On est aussi DPO externalisé. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mes coordonnées qui apparaissent, je pense. Et merci encore de votre écoute. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabienne. J'ai respecté le temps. C'est parfait. Une heure tout pile. Comme dit Fabienne, vous avez effectivement les coordonnées sur les slides. Un grand merci à tous d'avoir suivi cet événement. Vous pourrez le retrouver pour ceux que ça intéresse sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de Finance Innovation, qui compte l'intégralité des replays des événements Finance Innovation. Voilà. Et je vous souhaite sur ce une excellente journée et à très bientôt. Merci encore, Fabienne. Merci.